Nous allons ouvrir à présent cette nouvelle table ronde dans cette première édition de Et maintenant, le Festival international des idées de demain créé par France Culture et Arte. Travail, vie sociale, à quoi peut-on encore, quoi veut-on encore, ou peut-on consentir? C'est la question que je vais poser aux quatre intervenants qui ont accepté de répondre à notre invitation dans ce studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Merci donc à Aïda Ndiaye, Maël Lecor, Alain Guiraudy et Xavier Vignac. Je présenterai au fur et à mesure de leur première prise de parole plus précisément. Vous m'avez toutes et tous donné en amont de cette table ronde des pistes de réflexion que vous souhaitiez aborder. Je vous en remercie. C'est plus simple parce que le sujet est très riche. Le temps assez court, vous vous sentirez libre néanmoins d'intervenir quand vous le souhaiterez pour rebondir, comme l'on dit, sur les propos de tel ou tel intervenant. Pour préciser les termes de ce débat, disons qu'il se situe dans le contexte de la pandémie, bien sûr, toujours en cours, des bouleversements qu'elle a engendrés, mais aussi des accélérations de tendances déjà à l'œuvre qu'elle a suscitées dans nos sociétés. Aux États-Unis, le Big Quit, c'est le nom qui a été donné à un mouvement massif de démissions constaté, théorisé depuis le printemps 2021. En 6 mois, on a recensé plus de 20 millions d'employés qui ont quitté leur travail, un phénomène qui touche différents secteurs d'activité, mais en particulier la grande distribution, l'hôtellerie ou encore la restauration, des secteurs pour lesquels, en France, on constate aussi une pénurie grandissante de personnel. On évoquera cette question, mais le Big Quit est bien sûr qu'un des éléments dans cette question plus large du consentement, et son arrivée en France n'est pour l'heure pas constatée de la même manière qu'elle l'est aux États-Unis. Pour autant, pour commencer, il faut toujours regarder le présent à la lumière du passé. J'aimerais donner une première fois la parole à Xavier Vignat, alors en précisant donc que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Nanterre, spécialiste d'histoire ouvrière et plus généralement d'histoire sociale. Vous venez de publier à la découverte dans la collection Repères une histoire de la société française de 1968 à 1995, deux grands mouvements sociaux, et de fait, il y a, on pourrait dire, eu déjà un big quit en France et ailleurs aussi dans le monde à la suite de mai 68. Quelle similarité, quelle différence voyez-vous entre notre époque et celle d'il y a 50 ans sur cette question-là, Xavier Vignat? Bonjour, merci de l'invitation. Oui, le réflexe de l'historien, c'est de proposer des comparaisons avec des événements plus anciens. Et autour des années 68, on a constaté une critique du travail. Il y avait un mot d'ordre qui était « perdre sa vie à la gagner ». De ce fait-là, une partie des salariés ou des étudiants destinés à devenir des cadres ont refusé la voie professionnelle, le destin professionnel qui leur était assigné. Les uns, alors il y a de multiples manières de défaire justement ces destins. Il y en a deux qui me semblent intéressantes pour réfléchir à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Le premier, c'est ce qu'on a appelé l'établissement, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de jeunes intellectuels, des étudiants destinés à devenir des cadres, ont choisi de se faire ouvriers dans les usines, donc une logique de déclassement volontaire dans un projet politique. Et ça, c'est un point qui est très important parce que c'est sans doute une des différences les plus massives avec la configuration actuelle. Et l'autre élément auquel je pense, c'est ce qu'on a appelé les néo-ruraux, c'est-à-dire un certain nombre de jeunes citadins qui quittent les villes pour s'installer à la campagne, revitaliser des zones plutôt dans le sud du pays. Il y a eu une thèse sur l'Ardèche comme ça qui a bien montré à quel point un certain nombre de jeunes sont partis. Et donc on est dans une idée de changer de vie, justement, dans les années 68, changer de vie, mais pour changer la vie. Et donc on est dans un projet politique, collectif, de transformation globale des rapports sociaux. Et évidemment, si on compare à aujourd'hui, cette dimension politique, je ne dis pas qu'elle est absente, mais en tout cas, parce qu'on n'en sait rien en réalité, mais en tout cas, elle n'est, à ma connaissance, pas beaucoup exprimée. Oui, de façon très différente, et on va bien sûr en parler. Aïda Ndiaye, vous êtes enseignante, philosophe, chroniqueuse sur
notre sœur chaîne France Inter, collaboratrice de Philosophie Magazine. Vous ferez paraître en 2022 un ouvrage chez Gallimard Jeunesse sur la question du mérite. Cette question, on va bien sûr y revenir plus tard dans ce débat. Mais vous souhaitiez, vous aussi, vous inscrire dans le temps plus long du rapport au travail. Comment et pourquoi, selon vous, notre consentement au travail s'est-il transformé ? Alors, bonjour et merci de l'invitation également. Oui, en effet, il me semble que, comme toute crise, la crise que nous traversons révèle en fait des lames de fond de la société. Et il me semble que l'un des aspects principaux justement de cette révélation, c'est notre rapport au temps, qui est assez central et fondamental dans notre rapport au travail. À la fois, je dirais, un temps court, presque quotidien, sur la journée, en fait, l'accumulation des tâches domestiques, et donc cette articulation entre la vie privée et la vie professionnelle qui est un enjeu majeur, en fait, je pense, pour les plus jeunes générations. Mais également, il me semble, cette question de la fatigue en fait, au travail, qui devient un problème qui n'est plus seulement un problème individuel ou personnel, mais un problème politique, en fait, un problème social, de l'épuisement. La question du burn-out, par exemple, elle apparaît beaucoup dans la littérature, dans le cinéma. Il y a eu un très beau livre de Vincent Message il y a quelques années, Cora dans la spirale, qui en parlait beaucoup, justement. Donc il y a cet aspect-là qui, à mon avis, s'ajoute à la question aussi de la transformation quand même du rythme du travail. Donc en effet, le Big Quit semble concerner davantage des tâches liées à la restauration ou à l'hôtellerie, comme vous l'avez dit, mais il y a quand même, je pense, un discours aussi de fond sur les nouveaux emplois liés à l'intelligence artificielle, aux plateformes, qui est quand même aussi une promesse qu'on a fait aux jeunes non diplômés de pouvoir occuper cet emploi-là, et aux étudiants aussi, comme une possibilité d'avoir un travail libre. Or, assez vite, finalement, cet idéal s'est un peu effondré, puisque ce qu'on constate, c'est justement cette cadence imposée, intenable, qui épuise les individus. Et après, sur un temps plus long, pour le coup, c'est-à-dire la manière dont on peut penser son travail et l'inscrire dans une vie, en fait, il y a, à mon avis, aussi un bouleversement qui est lié, évidemment, à la crise écologique et la manière dont on peut se projeter, en fait, sur toute une vie. Et je pense aussi une des révélations de la crise que nous traversons, qui est la question de la justice sociale, c'est-à-dire cette idée que le travail ne paye pas. Donc comment est-ce que je peux en fait me projeter dans toute une vie de travail, dans l'idée que je vais faire carrière, m'installer dans un emploi que je vais garder peut-être toute ma vie, dans la mesure où je sais qu'il est possible en tout cas qu'au terme il n'en reste rien, même pas un patrimoine à transmettre par exemple. Cette idée-là, on va en reparler aussi avec Alain Guiraudy. Je rappelle que vous êtes cinéaste, qu'on vous donne notamment des films comme Pas de repos pour les braves, L'inconnu du lac ou Rester vertical, et puis également écrivain. Le dernier roman en date que je ne peux que conseiller à toutes et à tous, c'est Rabalaïr, publié chez POL, un livre dont le narrateur se retrouve après de longues années de travail au chômage et qui entend bien en profiter un petit peu pour prendre du temps pour lui. Cette dimension individualiste, c'est une chose que vous percevez depuis un certain temps aussi, ce qui est aussi en lien avec une rupture avec les pratiques traditionnelles du travail dont parlait à l'instant Aida Ndiaye, c'est-à-dire que on n'est plus dans cette logique où on entrait dans une boîte à 17 ou 18 ans, qu'on y est resté toute sa vie, et qu'on avait un lien fort non seulement avec les collègues, mais aussi avec l'entreprise, avec le lieu même, que ce soit une usine ou une autre. Vous qui pensez qu'on est dans une société au bout du rouleau et que peut-être qu'on avait besoin d'une crise sanitaire ou autre pour passer à autre chose, vous considérez le Covid comme un accélérateur des tendances du monde actuel. Est-ce que vous pensez que, pour autant que beaucoup de personnes veulent se libérer du travail ? Alors, non, disons que je pense je pense qu'il y a une vraie aspiration à travailler moins, quoi. Comme moi, je vois beaucoup autour de moi de gens qui à l'approche de la retraite, cherchent à travailler moins, quitte à gagner moins, quoi, effectivement. Comment dirais-je ? Après, je ne me rappelle plus la question, en fait. Est-ce que les gens veulent se libérer du travail ? Ouais, non, excusez-moi. Après, je pense que non, qu'on reste quand même attaché à une dimension du travail qui n'est pas forcément... on n'a pas envie de réduire le travail à sa fonction juste rémunératrice, quoi. C'est-à-dire que quand même le travail reste aussi, je pense, c'est aussi quand même un truc dans lequel on peut s'accomplir. Ça donne aussi un sens à la vie. C'est avec ça qu'on trouve quand même sa place aussi dans le monde, quoi, dans la société, quoi. Simplement, je pense qu'il a été très
le travail a été très très dévalorisé, quoi. Et puis le travail en général, et puis surtout, je pense que finalement, pour en venir à cette espèce d'individuation du travail, quoi, le Covid, la crise sanitaire a vachement accéléré ça, quoi. C'est-à-dire que maintenant, avec le télétravail, on sent qu'il y a toute une tendance, ou qu'il y avait toute une tendance à compartimenter le travail. Là, vous parlez, c'est vrai qu'on a plus cet attachement à l'entreprise et tout ça. Maintenant qu'on peut travailler chez soi, effectivement, on est encore plus déconnecté des collègues et, je dirais, même d'un projet collectif d'une entreprise, quoi. Et pourtant, ils n'ont jamais autant parlé de collaborateurs. Du côté du patronat, on cherche plus des salariés, on cherche, on cherche des collaborateurs, quoi. Importance des mots, et on y reviendra. Et pour finir ce premier tour non pas de table, mais de plateau, Maël Lecor, journaliste société chez Mademoiselle. Pardon, excusez-moi, Pardon. je peux juste rajouter un truc quand même. Allons-y, je reviendrai vers Maël. Excusez-moi, quoi. Non, ce que je voulais dire, je pense qu'il y a une perte du projet collectif, et surtout, ce qui est vachement dévalorisé, et les métiers les plus pressurisés, et ça, je trouve ça malheureux, c'est quand même les métiers les plus utiles aux collectivités, quoi. Quand même, c'est vachement du côté des soignants, des de l'éducation nationale. On va évoquer cette question, en effet. Les routiers, des gens qui, quand même, qui pour moi sont vraiment les métiers les plus utiles, quoi. Voilà. On reviendra effectivement vers ces métiers. Maël Lecor, journaliste société chez Mademoiselle, autrice du livre La PMA pour les nuls en 50 notions, chez First Édition. Alors la question de l'individuation et de l'épanouissement personnel, ça nous fait rentrer aussi dans la cellule familiale, dans le couple, et là aussi peut-être un premier point sur ces modèles qui vont plus tout à fait de soi. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, cette thématique travail, vie sociale, à quoi veut-on bien encore consentir? C'est vrai que je l'ai trouvée un peu effrayante de prime abord, cette grande question. Pour rebondir peut-être sur ce que disait Alain, que je trouvais très intéressant justement sur ces métiers utiles qu'on a vus, qui ont été révélés en tout cas par cette crise, en tout cas leur utilité, leur caractère indispensable dans notre société, c'est aussi des métiers de femmes. Beaucoup les métiers du care, notamment, on a parlé des soignantes, c'était les caissières, les métiers des premières lignes, c'était beaucoup des métiers occupés par des femmes, et ça c'est important de le dire, parce que du coup c'est aussi pour faire le lien sur les inégalités qui ont touché les femmes. Et c'est là où je veux en venir par rapport, vu qu'on parle beaucoup de la crise sanitaire, mais c'est vrai que ce qu'on a vu dans cette crise sanitaire sur le confinement, sur ce premier confinement, c'est notamment des inégalités qui déjà étaient présentes, mais qui ont été accentuées par ce confinement, que les femmes dans les familles, par exemple, ont dû assurer à la fois leur travail en télétravail, mais ont dû aussi occuper les tâches ménagères largement plus que les conjoints, c'est-à-dire la charge des enfants qui de fait n'allaient pas à l'école, c'est les tâches ménagères dans leur ensemble, etc. Et ça a été observé de toute manière dans ce premier confinement. Donc on a vu, voilà, déjà avant même de toute manière la crise sanitaire, on savait déjà qu'il y avait un déséquilibre entre l'attribution des tâches ménagères dans les couples hétérosexuels, en l'occurrence. Voilà, il se trouve que ça a été accentué, justement. Et c'est intéressant de le constater, de se dire qu'effectivement, en temps de crise, l'effort, il revient aux femmes, c'est-à-dire l'effort de sacrifice de la carrière, par exemple. Voilà, on est 2 parents à devoir passer en télétravail. OK, il y a aussi les enfants. Qui se sacrifie, qui va faire plus de ménage, qui va aussi s'occuper plus de la cuisine, qui va s'occuper du coucher, du lever, des temps de distraction aussi des enfants, vu que effectivement il y avait des pas devoirs aussi, les devoirs aussi, effectivement. Donc c'est vrai qu'on a vu quand même, ça s'est vu, et ça s'est vu de manière extrêmement rapide. Je me souviens des premiers articles, des premiers témoignages de femmes au bout du rouleau, littéralement. Je me souviens d'un titre, il me semble que c'était Le Monde, une accroche avec une citation, une femme qui dit je m'écroule d'épuisement le soir, lui il regarde une série. Voilà, donc c'est vraiment ce truc. Et puis voilà, cette idée aussi que finalement elle se retrouve pas avec des enfants, mais un enfant de plus finalement à devoir gérer. Donc voilà, c'est vraiment la manière dont oui, le confinement, la crise sanitaire va renforcer des inégalités déjà existantes. Et quelle réponse on peut apporter à ça, et à quel moment on se dit ok, comment on y réagit finalement. Et peut-être sur cette même question, Ida Ndiaye, vous avez noté que concernant le Big Quit, les Américains, ce sont plutôt des Américaines qui ont massivement démissionné.
mais pour différentes raisons. Oui, il semblerait en effet, donc je pense que ce n'est pas encore un phénomène qui est extrêmement bien documenté, mais c'est plutôt en effet des femmes, et plutôt quand même relativement plus âgées que le panel de l'enquête, plutôt d'une moyenne de 35 ans. Et en effet, j'y vois une conséquence de ce que vient de décrire Maëlle Lecor très bien, c'est-à-dire cette accumulation sur les épaules des femmes de l'accumulation justement du travail domestique et du travail professionnel, qui conduit en effet peut-être davantage les femmes à sortir du travail, sachant qu'aux États-Unis, les enfants étaient quand même beaucoup plus déscolarisés qu'en France. Donc c'est aussi un phénomène, je pense, particulier qui a peut-être accéléré. Et de ce point de vue-là, ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est dans les résultats de l'enquête, justement, un chiffre assez étonnant, qui est le nombre de jeunes qui n'envisagent pas d'avoir d'enfants, ou en tout cas pour lesquels ça pose un vrai cas de conscience. Et dans le rapport au travail, quand même, à cette projection, justement, sur toute une vie pendant laquelle on va travailler pour accumuler éventuellement un capital ou un patrimoine qu'on lèguera à ses enfants, et puis aussi tout simplement de se stabiliser, d'avoir besoin d'un revenu fixe pour assumer en fait la charge des enfants, je pense que ça peut bouleverser énormément de choses. En préparant cette table ronde, Alain Guéraudy, aussi vous m'avez partagé certaines réflexions avec moi en amont, avec l'idée que ce Big Quit, s'il existait en France, il concernait davantage ce qu'on appelle les CSP+, et que ceux qui quittent par contre leur métier plus volontiers aussi, ce sont les métiers les plus ingrats, les plus pénibles. Vous évoquiez par exemple la question des serveurs, enfin des personnels de la restauration. Si on quitte ces métiers, c'est parce qu'ils sont hyper pénibles et on demande une hyper flexibilité aussi. Oui, d'ailleurs, moi j'ai l'impression que parmi les métiers ouvriers, les métiers pénibles, j'ai l'impression que ça a vraiment concerné l'hôtellerie, quoi. Mais l'hôtellerie, parce que c'est 15 heures par jour, week-end compris, et que c'est vraiment payé au lance-pierre, quoi. Et après, moi, je me dis, de toute façon, le Big Quit concerne forcément des gens. Effectivement, je n'ai pas l'impression qu'en France, ça ait lieu, hein, quand même, toujours pareil, tu le disais. Mais j'ai l'impression que ça concerne des gens qui ont déjà un capital, quoi. C'est quand même, j'imagine que c'est des gens qui ont soit des actions en bourse, soit des revenus venant de l'immobilier ou suffisamment d'économies devant eux pour le quitter. Oui, on ne quitte pas son travail non plus comme ça. Et après, je pense qu'il y a quand même aussi, je continue à penser qu'une aspiration à moins travailler a jamais été aussi présente dans la société, quoi. Il y a quand même, et en plus, je pense que tout permettrait une vraie réduction du temps de travail, quoi, que ce soit par les gains de productivité ou donc les aspirations des gens, le temps qu'on perd dans les transports, quoi. Mais pour rester sur ces questions de métiers pénibles et la question de ce à quoi on consent ou pas, Xavier Vignat, vous faisiez remarquer en amont de cette table ronde très justement qu'on ne consent pas forcément les mêmes choses pour soi-même et pour les autres. Oui, ce qui me frappe, c'est deux remarques. D'abord, effectivement, ce à quoi on consent pour soi et ce à quoi on consent pour autrui, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Une fraction, heureusement, minoritaire de la société consent parfaitement à ce qu'on vienne la servir à n'importe quel genre du jour et de la nuit, des plateaux repas plus ou moins bons et onéreux. Bon, et ça c'est pour les autres évidemment, les subalternes, ceux dont on ne veut pas et ceux auxquels on pense ne pas appartenir. La seconde remarque que je souhaitais faire par rapport aux réflexions des uns et des autres, c'était d'envisager aussi la question du marché du travail. La situation du chômage aux États-Unis et en France est assez différente. Il y a plutôt une situation de plein emploi aux États-Unis qui favorise ce type de départ. En France, c'est le paradoxe, c'est qu'il y a une crise du travail avec un nombre de chômeurs absolument colossal. Et c'est ce désajustement entre les aspirations des travailleurs d'une manière très générale et les conditions réelles d'embauche, de salaire, le rythme de travail, tout ce dont on parlait à l'instant, qui frappe et qui fait, ce désajustement participe de cette immense crise qui reste, je suis d'accord avec ce que dit Alain Guéraudy, qui reste encore largement implicite. C'est-à-dire qu'il y a, me semble-t-il, un décalage entre les aspirations très réelles à travailler moins, autrement, dans d'autres lieux, dans d'autres formes d'organisation du travail, et ce qui peut, pour l'instant, se traduire, en tout cas
dans ce que j'en sais. Oui, mais il faut aussi prendre en considération les conditions économiques et sociales du consentement et du non-consentement. C'est la suite de cette idée-là. C'est-à-dire qu'évidemment, selon la classe sociale, le niveau de qualification, le marché du travail, il offre des opportunités extrêmement différentes. Et ces variables, vous me disiez aussi en amont qu'elles pèsent plus, selon vous, que notamment la question de la notion de genre ou même de nationalité. C'est-à-dire qu'il y a la question des classes sociales, tout simplement. Un travailleur, quel que soit, un homme ou une femme, peu qualifié, travaillant dans un secteur où il y a du chômage, dans des entreprises qui sont en santé précaire, n'a pas la même marge de manœuvre qu'un cadre CSP+, polyglotte, mobile, etc., avec du capital. Enfin, c'est une évidence. Samedi, j'entendais Agnès Pannier-Runacher dire qu'elle n'aimait pas le livre de Joseph Pontus À la ligne. J'invite nos auditeurs à lire ce livre qui montre à quel point, justement, un homme qui est lettré et qui se retrouve dans le besoin est obligé, justement, de travailler extrêmement dur dans les usines, notamment les abattoirs de Bretagne, justement pour s'en sortir, tout simplement. Et donc, il y a là et Joseph n'avait pas la possibilité, justement, de quitter, parce qu'il fallait un salaire. Voilà. Et ça, c'est la question. C'est une question, quand même, qui reste très importante. Enfin, depuis 30 ans, c'est le retour des travailleurs pauvres. Il ne faut pas l'oublier, ça. Moi, je pars de ça, en fait. Je pars de ça. C'est le fait qu'aujourd'hui, en Europe, et en France en particulier, des gens travaillent beaucoup, vous l'avez dit, mais restent pauvres. Et cela, la possibilité de partir, elle est limitée. Pauvre parmi les pauvres, si je puis dire, Maëlle Lecor, si la classe sociale et le niveau de qualification sont plus discriminants encore que le genre, il n'en reste pas moins qu'à qualification égale, le genre pèse encore beaucoup. Et sur cette question du consentement dans le travail, les femmes sont encore, une fois, discriminées. Oui, tout à fait. C'est encore ce dont on parle avec les inégalités salariales là-dessus. Même niveau de qualification, issu de même classe sociale. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est un enjeu qui est encore très actuel. Ce qui est étrange, c'est que c'est un enjeu qui fait aussi globalement consensus, c'est-à-dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui dit évidemment qu'une femme doit être payée moins pour un travail égal. Enfin, vous posez la question à n'importe qui dans la rue, vous faites n'importe quel bête micro-trottoir dans n'importe quelle rue de Paris. Pas une personne, homme ou femme, va vous dire si, quand même, une femme doit être payée moins. C'est impossible, en fait. Pourtant, ça fait totalement consensus. C'est quelque chose qui fait qui tout le monde est d'accord là-dessus aujourd'hui, et pourtant c'est quelque chose qui n'évolue pas, qui n'a que très peu évolué. Malheureusement, on en est encore à ce point-là. Après, en termes d'inégalité, il faut se rendre compte aussi qu'on n'est pas que l'inégalité salariale ne doit pas être le seul enjeu sur les inégalités. Quand on veut parler justement des inégalités entre hommes et femmes, il y a l'enjeu du travail, effectivement, mais il y a beaucoup d'autres sujets d'inégalité sur lesquels on peut revenir aussi. Oui, les consensus sont toujours... Je pense à l'éducation artistique à l'école, tout le monde est d'accord depuis 40 ans, et on voit où on en est. Cette question-là, quand même, être femme, dans ce questionnement, à quoi veut-on bien consentir? On a encore moins de marge de manœuvre, quand même, Aïda Ndiaye, quand on est femme. Oui, évidemment. Et d'ailleurs, je reviendrai sur cette question du temps. En fait, ouais. C'est pas une obsession, mais je pense que c'est essentiel, et notamment pour la question des inégalités salariales, notamment, mais de l'épuisement aussi des femmes avec l'accumulation des tâches. Il me semble que la question du congé paternité, ou en tout cas de l'allongement ou de l'égalisation, comme ça se fait dans certains pays, des congés du coup maternels et paternels, est absolument essentielle. En fait, on ne peut pas en fait espérer libérer en fait le travail des femmes, ou en tout cas le temps des femmes, si on n'allège pas un petit peu et on ne partage pas davantage le soin aux enfants, qui est quand même ce qui produit ce que décrivait tout à l'heure Maëlle Lecor d'abord, c'est-à-dire ce retrait des femmes de la vie professionnelle dans les premières années de vie de l'enfant pour s'en occuper. Est-ce que c'est un des points qui explique l'épuisement du discours méritocratique auquel vous avez consacré un livre qui sortira dans les prochaines semaines?
Alors moi, je le lirai pas spécifiquement au genre, même si on voit que, en effet, par exemple dans les vœux Parcoursup, les garçons font pas les mêmes vœux que les filles. Les garçons sont beaucoup plus, enfin comme dans le travail d'ailleurs, vont davantage demander de grandes classes préparatoires ou voilà, se sentent plus libres, investissent plus certaines disciplines. Mais après, d'une manière générale, il me semble que l'épuisement du discours méritocratique, c'est simplement précisément que les gens s'épuisent au travail, restent pauvres ou ne parviennent pas à constituer un capital et ne parviennent pas à s'en sortir, quel que soit le sens qu'on va donner à cette expression, ou en tout cas à réussir dans l'acception la plus, disons, commune, c'est-à-dire socialement, économiquement. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense que les Gilets jaunes, c'était déjà aussi une alerte, en fait. Quand on entend les témoignages des Gilets jaunes, c'est ça, c'est des gens qui travaillent beaucoup et qui ne parviennent pas à payer leur maison alors qu'ils sont devenus propriétaires. Et donc, je pense que pour les enfants, finalement, cette jeune génération qui ont vu leurs parents travailler beaucoup et peut-être ne pas parvenir précisément à un moment, à une forme d'équilibre, de stabilité voilà, sociale, économique, financière, ça produit cet effondrement du mythe méritocratique. Et j'ajouterais, mais on en reparlera peut-être aussi, moi je pense, pour les élèves actuels qui sont pris dans ce système en fait, scolaire qui devient de plus en plus concurrentiel. Et Parcoursup, je pense, on est quand même l'incarnation ultime. Et ils le vivent eux vraiment, c'est-à-dire à 17 ans, ils sont classés, ils travaillent sérieusement pour un certain nombre et ça ne leur permet pas de faire les études qu'ils souhaitent faire dans le supérieur. Oui, alors, effectivement, on reviendra sur cette question de la jeunesse qui occupe toute cette journée et ce festival. Et maintenant, mais peut-être sur revenir sur la question de ces métiers qu'on a appelés de première ligne. Il est loin le temps où l'on applaudissait, où on tapait sur les casseroles à 20h chaque soir. Ça n'a pas duré très longtemps. Xavier Vignat, cette crise sanitaire, elle a mis aussi à jour la question des conditions de travail et de rémunération dans les secteurs très divers, comme l'évoquait tout à l'heure Alain Guiraudy, l'hôpital, l'éducation nationale, la restauration aussi, l'hôtellerie. Ça mêle en fait quand même plusieurs questions. En premier lieu, peut-être bien sûr, celle des conditions de travail ou de rémunération dégradées. Oui, je voudrais juste rebondir à l'instant sur ce que vient de dire, parce que je suis entièrement d'accord avec ça, et on est dans une configuration, et c'est le cas de nos élèves, nos étudiants, mais c'est 2-3 ans près, ce sont les mêmes. Mais je pense que c'est aussi le cas de notre génération, c'est-à-dire le fait de vivre parfois le sentiment d'un déclassement en regard de la réalité des trajectoires sociales qu'ont eu nos parents ou nos grands-parents. Ou en tout le moins que quelque chose est menacé. Et ce, dans toute une série de professions très variées qui relevaient de, en gros, ce qu'on appelait la classe moyenne, disons, depuis la libération. Et donc déclassement, ou risque de déclassement, et carrière négative. C'est-à-dire le fait que on peut en effet travailler dur, essayer de s'en sortir, mériter, et pour autant connaître ce type de situation où, à la fin, parce qu'on est épuisé, parce que le corps ne suit plus, parce qu'il y a des... Voilà, on va connaître une dégradation des conditions de travail et de rémunération. Et là, on est dans une question politique et sociale absolument massive. Je suis entièrement d'accord. C'est beaucoup plus important que toutes les questions d'identité dont certains voudraient faire la priorité. Voilà. J'ai oublié l'autre partie de votre question, mais c'est pas grave. Je vais continuer avec Alain Guiraudy, c'est-à-dire sur cette question de ce mouvement de dégradation et de dévalorisation qui a été accompagné, alors je reprends votre vocabulaire, mais je le reprends volontiers, par les classes dominantes. Oui, disons que c'est vrai que moi j'ai même commencé ma carrière professionnelle, finalement ça a vraiment commencé, j'ai vraiment l'impression d'avoir assisté à ça, où quand j'étais jeune, effectivement, il y avait même un côté, la précarité égalait la liberté, quoi. Voilà, je me sentais, enfin moi je vivais même pas à la limite la précarité comme de la précarité, quoi. Il y avait là, puisque l'idée c'était de travailler quelques mois, puis quand on avait de quoi vivre, voire, alors là, le Graal suprême, obtenu des droits aux ascédiques pour quelques mois, l'idée c'était quand même de rien faire, quoi, voilà. Ou d'écrire des romans, ou préparer des courts-métrages.
Et effectivement, il y a eu une collusion. Je trouve que le capitalisme a vachement bien utilisé ça, quoi, quand même, cette idée de la précarité. Il me semble que un des laboratoires, c'est pas le laboratoire, mais un des emblèmes de ça, un des statuts emblématiques de ça, c'est le statut d'intermittent du spectacle, quoi, je trouve, où effectivement, il y a... alors, vous me direz, en même temps, le patronat, le MEDEF, veut dézinguer ce statut-là, quoi, hein, voilà, bon... Je pense que, mais il y a quand même ce côté où finalement, quand on travaille, ben on est un peu taillable et corvéable à merci, quoi. C'est aussi grâce au statut d'intermittent que dans le cinéma, on arrive à faire des journées interminables parce que derrière, on aura le chômage. Et en même temps, et quand je dis ça, je dis qu'il y a eu cette collusion entre un désir. Il y aurait d'autres exemples, quoi. Je pense que même finalement, le télétravail, ça participe de ça, quoi, parce que finalement, c'est agréable de rester travailler à la maison, quoi. Et en même temps, on mélange travail, loisirs, famille, et finalement, là, on est encore plus taillable et corvéable à merci. J'ai entendu parler, alors, un producteur très fameux sur la place de Paris avait créé un truc en Normandie, une espèce de studio où les gens venaient, vivaient là, habitaient là, étaient logés sur place, et comme il n'y avait rien à foutre, ils étaient en pleine campagne, comme il n'y avait rien à foutre le soir, après aller dîner, se disaient on va aller travailler quelques séquences, quoi. Voilà. Donc ça rallongeait le temps de travail, mais c'était, j'imagine, très très agréable, quoi. Voilà. Donc quand même le capitalisme, ouais, finalement, est très fort pour quand même se glisser dans les désirs des uns et des autres. Et après, on s'aperçoit quand même très vite que la précarité, quand même, c'est plus une aliénation qu'une liberté, quoi. Enfin, on s'en aperçoit assez vite, généralement. Xavier Vignat ? Oui, c'est agréable le télétravail quand les conditions de logement sont agréables. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, mais ça fait des différences absolument colossales. C'est-à-dire que quand on a sa pièce ou son logement pour travailler, les mômes qui arrivent, après ça devient beaucoup beaucoup plus compliqué. Et un des problèmes qu'ont révélé ces confinements et ces télétravail, c'est l'extension démesurée de la journée de travail. C'est-à-dire que... Voire de la semaine de travail. Voilà, vous qui nous avez fait travailler ce week-end. Et voilà, on est dans cette situation... Je travaille tous les week-ends, hein, je me dénonce aussi. Voilà. Et donc, où il y a une espèce de porosité croissante entre temps de travail et la vie, qui fait que on est requis à travailler. Et un des trucs les plus désastreux dans nos métiers, ce sont les mails, par exemple, auxquels, pour des raisons diverses, même si ce sont des mails professionnels, on se sent tenu de répondre tout le temps. Et par exemple, dans nos métiers, on a des mails, y compris l'été. Bon, chose qui, il y a 30 ans, était absolument inimaginable. Bon. Ce type-là de situation est une régression, évidemment, en termes pour les travailleurs, quel que soit leur statut. Aïda ? Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que c'est un point en fait fondamental de ce qui est en train de changer, c'est cette articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Et je pense que pour nous, qui sommes un peu plus âgés et donc déjà installés dans une vie et dans malgré tout un travail parfois depuis plusieurs années, c'est beaucoup plus difficile de changer en fait la structure globale de l'existence, de se libérer du travail aussi facilement en refusant de répondre aux mails, effectivement par exemple, qui arrivent le week-end. Et bien entendu, ça dépend des conditions dans lesquelles on vit et de la contrainte économique que l'on subit. Mais ce qui est évident, et ce qui est frappant, c'est que chez les plus jeunes, et ça pareil depuis quand même un certain temps, la rémunération n'est absolument pas le critère principal en fait de choix du travail. En revanche, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est absolument fondamental. Ça arrive dans les premiers critères qui vont conduire en fait à choisir justement ou à refuser un emploi. Et donc de ce point de vue-là, moi, je pense qu'on peut avoir quand même un petit espoir que, justement, il y a un vrai bouleversement, moi, je pense, global, qui est, à mon sens, pas individualiste, de refuser précisément cette aliénation au travail imposée de manière un peu globale
Et d'ailleurs aussi, je trouve que c'est intéressant de voir que, alors même que le contexte économique n'est pas hyper favorable, ils sont quand même précisément capables de refuser des emplois qui ne leur conviendraient pas parfois. Là encore, ça dépend du milieu dont on vient, mais en tout cas, cette idée aussi de vivre davantage dans le présent, de ne pas se projeter forcément dans une carrière à long terme, on pourrait se dire, dans un contexte d'incertitude, il s'accroche, enfin, tout le monde s'accroche à son travail, en fait. Et c'est pas ce qui se passe, je pense, c'est pas la manière dont le travail est pensé par ces jeunes générations. Et ça aussi, je trouve que c'est quand même une forme de sagesse presque stoïcienne, d'être capable voilà, d'être dans un certain présent, qui, à mon avis, encore une fois, a une dimension pas seulement individuelle, parce que ça interroge beaucoup de choses dans la place du travail dans la société, en fait, tout simplement. Maëlle Lecor, cette question, sentiment? Non, en fait, je faisais le lien déjà parce que Aïda a parlé de Parcoursup et justement des lycéens. Et alors, c'est pas directement lié au milieu du travail, quoique il y a quand même des connexions qu'on peut dresser. Mais c'est vrai qu'en préparant un peu ce débat et en laissant un peu venir les idées par rapport à cette idée de à quoi veut-on bien encore consentir, j'ai pensé notamment à ce qui s'est passé dans les lycées il y a un peu plus d'1 an, c'est-à-dire une mobilisation lycéenne pour le droit, pour la liberté de se vêtir comme on veut, qui était notamment menée par des lycéennes, vu qu'elles étaient quand même les premières concernées justement par cette mobilisation. C'est-à-dire qu'il y avait eu dans plusieurs bahuts un peu partout en France des lycéennes qui témoignaient de remarques de professeurs qui leur disaient de se couvrir les épaules ou parce qu'elles portaient un crop top, parce qu'évidemment ça a été incarné par une pièce de vêtement qui est le crop top, donc un t-shirt plus court. Et ce qui est intéressant par rapport à cette question-là, c'est qu'on a vu justement une mobilisation lycéenne sur ce sujet qui consistait aussi à dire, pour ces lycéens, qui était une mobilisation justement avec un enjeu précis pour contrer du sexisme, en fait, pour contrer le fait que l'éducation nationale perpétuait du sexisme, et c'est une manière aussi de tendre un miroir pour dire aux professeurs, globalement, aux CPE, etc., en fait, vous aussi, vous projetez du sexisme sur nos tenues, sur nos corps, etc. Et je trouvais ça intéressant parce que, justement, certaines réponses qui étaient données de la part de communautés pédagogiques, c'était aussi de dire, il n'est pas question de dire seulement aux filles de bien s'habiller ou de mettre voilà, de se couvrir les épaules, etc. Ça concerne tout le monde, ça concerne toutes sortes de vêtements, etc. Et parmi les raisons, c'était aussi de dire il faut que ces jeunes se préparent au monde du travail, et c'est-à-dire la tenue correcte du monde du travail. Et c'était intéressant de dire que les jeunes aujourd'hui le voient aussi d'une manière un petit peu différente, en fait, justement, et qu'il y a aussi une quête d'individualité, une quête de soi, de se chercher à travers le vêtement à l'âge de l'adolescence, et que voilà, aujourd'hui il y a ce point de tension, mais en fait c'est aussi le droit à s'habiller comme on veut quand on est ado, c'est quelque chose qui date pas de la rentrée 2020 où il y a eu justement ces mobilisations. C'est bien plus ancien, ça a été aussi porté à chaque fois par les adolescentes à travers la mini-jupe, à travers différentes tenues, en fait. Mais voilà, c'est intéressant de voir comment elle est politisée aussi par les lycéens eux-mêmes, cette question-là, et quelle réponse est apportée. Oui, mais cette question de ce rejet des règles, ça renvoie aussi de la subordination aussi au petit chef. Xavier Vignat, ça c'est une figure du monde du travail qui est bien présente à l'esprit de toutes et tous. On en a tous, hélas, je pense, croisé dans nos métiers, dans nos vies, mais ça on y consent de moins en moins, et ce désir d'individuation, ça passe aussi par là, c'est-à-dire une volonté plus grande d'autonomie dans le travail. Et peut-être que le télétravail aussi a permis de découvrir une certaine forme d'autonomie, pour ne pas seulement peindre du noir sur le noir dans ce débat. Quel regard vous avez là-dessus? Avec un micro, ce sera mieux. Effectivement, alors le contrat de travail prévoit la subordination, et donc des formes d'obéissance à des autorités hiérarchiques. Alors, historiquement, effectivement, ça prend la figure du petit chef, honni, con, aussi pénible qu'il est incompétent, etc. etc. Bon. Cette figure-là, elle a trouvé de nouvelles occurrences aujourd'hui. Hein. Ça peut être les DRH, ça peut être toutes sortes de je veux vexer personne, évidemment, mais enfin bon, il faut quand même bien signaler un certain nombre de figures.
Bon, voilà, plus ou moins détestable. Donc, non, mais je plaisante, mais pas assez. Alors, non, ce qui me semble un peu intéressant aussi de souligner, c'est que vis-à-vis de ces formes de subordination liées au temps, enfin, je suis absolument d'accord là-dessus, vraiment, et contre ces logiques de subordination, de contrôle, il y a cette vieille aspiration à l'autonomie, où justement, chacun, chacune se construit ses propres normes, ses propres règles. Et ces autonomies individuelles construisent, construisent des autonomies collectives dans les espaces de travail. C'est ça qui est intéressant. Et c'est exactement ce que le confinement a interdit. C'est-à-dire que les espaces de travail, ce sont aussi paradoxalement des espaces où l'on acquiert de l'autonomie contre les petits chefs, contre les ministres. Voilà. Non, mais Blanquer, c'est ça, si vous voulez. Blanquer, voilà, il incarne ça, c'est-à-dire cette volonté de contrôle, de raboter, de contrôler l'autonomie des enseignants. Et quel est l'espace d'autonomie favori des enseignants? C'est la salle des profs, justement, où on est dans l'entre-soi et où on a un contre-discours, enfin bref, voilà. Mais là, je crois qu'on est dans quelque chose d'assez intéressant et profond. L'enseignante à Ndiaye veut confirmer? Oui, je peux confirmer. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que c'est aussi intéressant, puisqu'il en a été question cette semaine ou la semaine dernière sur l'augmentation du taux de démission des enseignants, de se rendre compte que... Le big quit des enseignants, le big quit attention. des enseignants, ça ne concerne pas... Enfin, ça concerne plutôt tous les moments de la carrière, pour des raisons, je pense, différentes, et que là encore, la rémunération n'est pas le motif principal, en tout cas pas en début de carrière. Je pense qu'en début de carrière, c'est certainement différent, mais passé un certain nombre d'années, c'est en effet la question de la reconnaissance, et à mon avis, de nouveau, comme pour les soignants d'ailleurs, je pense, la question de l'épuisement au travail, c'est-à-dire du ratio, qui à mon sens est de toute façon le problème fondamental, entre le sens qu'on peut trouver au travail, et notamment le sens qu'on va avoir quand on assure une mission de service public, et les conditions dans lesquelles on l'exerce, et la pression qu'on peut subir. Il y a eu un livre il y a plusieurs années déjà qui s'appelait « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés » d'une sociologue, enfin d'une médecin du travail, pardon, qui rend compte de sa consultation justement de médecine au travail et des personnes qui se retrouvent en souffrance. Et systématiquement, je me souviens par exemple du cas d'une infirmière, c'est quand les processus changent en fait, qui font que le ratio entre le sens qu'on peut avoir à être infirmière ou enseignant ou être soignante ou que sais-je, voilà, assurer cette mission et être vraiment au service d'individus en plus auxquels on est en relation immédiate, devient finalement inférieur à la souffrance générée par la structure, le cadre, effectivement cette subordination. Et si je peux juste ajouter un truc très rapidement sur cette question de la subordination, ce qui me paraît aussi intéressant sur cette question de pourquoi est-ce que justement les jeunes peuvent se retirer un moment, c'est que précisément ce que je disais un peu tout à l'heure, cette promesse de se libérer de la subordination en étant auto-entrepreneur, mais aujourd'hui une étudiante ou un étudiant qui veut être babysitter, on peut lui demander le statut d'auto-entrepreneur en fait. Eh bien ça s'est très vite retourné et je pense que ça s'est assez vite effondré. Oui, dans le cauchemar de l'auto-entrepreneuriat oui. à la française. Mais pour boucler un peu la boucle, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette table ronde, qui n'est pas ni table ni ronde d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du désir politique lié à mai 68, aux établis, aux néo-ruraux. Aujourd'hui, Alain Guéraudy, on est quand même dans une vision tout autre, parce qu'on parle de ce désir d'autonomie, c'est aussi un désir de désir individuel qui est le guide de nos sociétés et qui s'intéresse assez peu au collectif. Ouais, moi, c'est ce qui me fait un peu peur. Ouais, c'est quand même, je sens que quand même il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, dans ce que je vous avais renvoyé pour la préparation de ce débat, il y avait cet exemple. Une fois, je me suis retrouvé à travailler sur un téléfilm anglais, c'est-à-dire donc grosse structure, avec une centaine de techniciens et grouillots et tout. Et je m'étais retrouvé à l'époque, moi j'étais régisseur là-dessus, donc je m'occupais d'alimenter le camion des
des machines à laver, il y avait carrément les machines à laver pour le tournage, quoi, voilà, pour anneaux, quoi. Et j'avais été mettre le tuyau d'eau dans le réservoir à couler, et puis je m'étais barré faire autre chose. Je suis revenu, l'eau, il y avait une grosse flaque d'eau, mais vraiment immense, et les mecs jouaient aux cartes à côté, et eux, c'était pas leur boulot de s'occuper de l'eau, quoi, voilà. Et je me suis dit, tiens, ouais, voilà, pour moi, on était vraiment à l'aboutissement de cette compartimentation du travail où finalement, je ne sais pas, c'est soit par dégoût, alors effectivement peut-être parce que c'est pas bien payé, peut-être pas pour des raisons diverses et variées, ou peut-être parce que effectivement on demande aux gens de venir pour faire un boulot très très précis. Et j'ai l'impression qu'on est en train de vivre quelque chose comme ça. On s'était dit à l'époque que là-bas, que eux, ils venaient, et je pense que ce soit pas typique des Anglais, hein, je pense que peut-être qu'un gros film français c'était la même chose. J'en ai jamais fait de ce genre de film, mais ils venaient pour faire leur boulot alors que nous on venait pour faire un film, quoi. Il y avait quelque chose de très et j'ai l'impression qu'il y a finalement longtemps eu ça, quoi, dans les entreprises, même dans les usines, quoi, l'idée d'être quand même associé à un projet un peu plus collectif, quoi, un projet collectif. Et moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre quelque chose comme ça, où chacun est un peu déconnecté. Il y a finalement de la finalité de son travail. Bon, évidemment, on sait en quoi consiste son travail, on sait ce qu'on est en train de fabriquer, on sait ce qu'on est en train de faire. Mais effectivement, on fait son truc dans son coin. Et c'est en ce sens que j'ai l'impression que le télétravail rejoint vachement cet objectif, mais qui est poursuivi effectivement pour des affaires, qui est poursuivi par le capital, comme pour des affaires, j'imagine, de rentabilité, de corvéabilité aussi, quoi. Voilà. Ouais, moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup pour l'avenir, quoi. Qu'on soit un peu perdu tout seul dans son coin à faire un truc que même à la limite, qu'on ne sait même plus à quoi ça sert, quoi. Amazon, elle fonctionne vachement comme ça. J'ai l'impression que c'est très robotisé à fond, quoi. Y compris ceux qui travaillent dedans. 2 minutes, 2 questions pour tous les 4, ça va être du rapide. Mais quand même, puisque ce festival et matin s'intéresse bien sûr à la jeunesse, un petit tour de table sur quelle image vous avez de la jeunesse aujourd'hui, Xavier Vignat? En tant qu'historien de 68, je ne veux pas émettre un point de vue sur la jeunesse. Je laisse la jeunesse donner son propre point de vue. C'était la question malicieuse pour l'historien, évidemment. Maëlle Lecor. Optimiste en tout cas. Enfin, moi, je vois une jeunesse qui est quand même très politisée. Je parlais du genre de la mobilisation dans les lycées il y a un peu plus d'1 an. C'est une jeunesse qui se mobilise dans des manifestations comme on a vu récemment pour la journée contre les violences faites aux femmes. C'est une jeunesse qui est extrêmement... Qui est très engagée, qui a envie de déconstruire beaucoup de choses, qui a envie de s'informer beaucoup, qui a envie de... Voilà, qui est très engagée sur les questions féministes, mais aussi antiraciste, contre les LGBTI-phobies. Donc il y a quand même quelque chose, oui, qui est émergent, qui est très fort, qui est très positif. Donc moi, j'apprécie beaucoup de suivre ça de manière quotidienne dans mon métier de journaliste, mais pas que. Enfin, je trouve qu'il y a une vitalité, en tout cas, sur ces enjeux qui est très belle à voir. Alors, bonne nouvelle, on a un peu plus de temps. Mais du coup, Aïda Ndiaye, vous avez déjà évoqué cette question de la jeunesse, mais pour en faire une synthèse à présent. Moi, je dirais que je suis à la fois assez optimiste, en effet, sur son engagement. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je ne suis pas persuadée qu'il soit beaucoup plus individualiste que nous l'avons été. Je pense qu'on a quand même détruit la démocratie, que sur les questions écologiques et environnementales, on ne peut pas dire que, du coup, nos générations aient été vraiment brillantes. Et donc, sur cette question enfin voilà, il me semble qu'il y a quand même un engagement politique et d'ailleurs le retrait du travail, ça peut aussi être gagner du temps pour s'investir dans une association par exemple. Et dans l'enquête, le chiffre des personnes interrogées qui sont engagées dans une association est quand même relativement élevé et ça c'est plutôt un signe assez positif. En revanche, moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet au long cours, individuellement et collectivement, de la reconfiguration de l'éducation nationale et du système qui les pressurise énormément. Donc moi, j'enseigne au terminal, j'ai un niveau d'élèves qui sont
déscolarisés ou en voie de décrochage que je n'ai jamais vu, qui est certainement un effet de la crise, mais pas seulement. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport de la défenseuse des droits la semaine dernière, il y a 15 jours, qui alertait, alors pour le coup sur l'état de santé psychiatrique des plus jeunes, plutôt c'était 15-25 ans, je crois. Mais de ce point de vue-là, on peut dire en effet qu'il peut y avoir peut-être une inquiétude, mais pas tellement sur leur individualisme, mais je pense sur, d'une manière générale, comment va-t-on réussir à faire société avec des enfants, des élèves, des étudiants qui, dès le plus jeune âge, auront appris en fait à être sous pression permanente, à tenter de surperformer sans pour autant forcément y réussir, et à être en concurrence les uns avec les autres. Dans Parcoursup, ils se retrouvent 10 millièmes sur liste d'attente. Quand ça vous arrive à 16 ans ou 17 ans et que pour autant vous n'avez pas démérité en termes d'effort personnel ou de travail personnel, je me demande vraiment, et j'en suis vraiment inquiète, quelle société ça peut donner, comment est-ce qu'on peut faire société, comment est-ce qu'on peut créer du lien. En effet, violent. Alain Guéraudy. Oui, alors moi, il y a deux choses. Il y a comment dirais-je en fait, je ne fais pas trop de différence entre la jeunesse et nos générations, parce que finalement, la jeunesse baigne dans ce dans quoi on est en train de baigner nous, et on est imprégné par quand même cette espèce de le désir. Le désir est devenu le maître mot aujourd'hui. Il y a un côté, le désir, c'est presque le désir de chacun fait loi, quoi. Je le désire, donc j'y ai droit, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi, et qui est en train effectivement de prendre une drôle de tournure. Alors effectivement, je vois la jeunesse, elle travaille, elle s'engage, elle travaille à une planète meilleure, quoi. Et en même temps, j'ai peur que justement le désir individuel, comme ça, l'emporte sur le collectif. La grande nouveauté, moi, je trouve quand même sur les 20 dernières années, et même peut-être même pas les 20 dernières années, c'est qu'on a conscience maintenant que la planète va mourir, quoi. Que la planète, non, va mourir, bon, pas va mourir, mais est mortelle, quoi. Voilà, la planète, même pas la planète, l'espèce humaine est mortelle. La planète s'en débrouillera toujours, quoi. Ça repartira avec un cafard ou avec des poissons, quoi, ou des bactéries. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a ça aussi. Et je sais pas que va faire la jeunesse de cette inquiétude, quoi. Est-ce qu'on va vraiment se battre comme des lions contre ça, et sachant que se battre comme des lions contre ça, c'est vraiment se battre parce que les classes dominantes ne laisseront pas faire, quoi. Et à mon avis, on ne peut pas continuer, on va dans le mur si on continue sur ce modèle économique. Ou est-ce que la jeunesse va être, mais c'est le même problème pour moi, hein, est-ce que c'est après notre désir le déluge, quoi? Est-ce qu'on va s'éclater en attendant que tout s'éteigne, quoi? Voilà. Je vous ai vachement avancé. Voilà. Alors, donc, on a un peu plus de temps, mais il y avait une toute dernière question, c'est la question bonus de la journée pour tous les invités dans cette journée que je soumets aussi aux auditrices, aux éditeurs, s'ils veulent participer via les réseaux sociaux, sur le site de France Culture, sur celui d'Arte, puisqu'on est à la veille de l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. On demande à tous nos invités, heureusement je vous ai prévenu un petit peu juste avant le débat, vous avez pu y réfléchir. Si vous aviez le pouvoir décisionnaire, qui est-ce que vous feriez entrer au Panthéon? Alors là, l'historien est bien obligé de répondre, Xavier Vignat. Il est même, a priori, un des mieux placés. Qui avez-vous choisi de faire entrer au Panthéon? Un historien, panthéoniste, un historien, donc c'est Marc Bloch, immense historien, immense résistant. Voilà, un homme vraiment d'exception. Qui mérite, qui remplit toutes les conditions, selon vous. On a le temps d'en dire quelques petits mots, j'en profite. Non, alors, Marc Bloch, d'abord, c'est quelqu'un qui avec Lucien Febvre, a transformé les manières d'écrire l'histoire. Et il a écrit magnifiquement sur ce qu'est le métier d'historien. Et puis, par ailleurs, c'est quelqu'un donc c'était un immense médiéviste, enfin voilà, professeur au Collège de France. Il coche toutes les cases de l'excellence, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est à quel point cet engagement intellectuel est aussi un engagement civique, politique, parce qu'il est résistant, il est pleinement résistant, il meurt fusillé. Donc c'est un héros de la résistance, et c'est quelqu'un qui, en plus, a écrit un livre extraordinaire, L'étrange défaite, qui est d'une lucidité admirable sur la défaite, l'effondrement de 1940, et qui est un exercice qu'on pourrait essayer de reproduire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
C'est de l'histoire au présent, là, ce qui est encore plus incroyable. Et il le fait avec une lucidité, un courage intellectuel, politique. Voilà, c'est quelqu'un qui est un très très grand monsieur, oui, assurément. Aïda Ndiaye, vous faites rentrer qui au Panthéon ? Alors, en tant que philosophe et femme, je n'ai guère le choix. Donc, je dirais Simone de Beauvoir, parce que c'est une philosophe immense, peut-être précurseur des gender studies, puisque dans le deuxième sexe, elle pose déjà finalement une grande partie de ce qui deviendra les théories les études de genre, et assez finalement sous-estimée en France, très peu étudiée. Moi qui ai fait donc des études de philosophie, je pense que j'ai jamais lu pendant mes études un texte de Simone de Beauvoir. Elle est rentrée là dans le programme de terminale, puisqu'on a rajouté du coup des femmes à la va-vite dans le dernier programme. Donc espérons qu'elle sera davantage étudiée maintenant en fait, que effectivement elle est rentrée dans ce programme. Mais c'est vrai que comme l'ont montré les travaux de Manon Garcia notamment, sa résonance à l'étranger est incomparable avec sa mini-résonance en France. Maëlle Lecor, fait entrer au Panthéon, roulement de tambour. Oui, je vais me ranger du côté d'Aïda, mais c'est vrai que voilà, vous avez posé la question tout à l'heure, donc on a eu le temps de potasser 2 minutes. Et c'est vrai qu'on s'est regardé. Ah, mais en fait, elle y est pas. Enfin, on avait cru. À propos de Simone de Beauvoir. Voilà, oui. On a cru que c'était déjà fait, c'était déjà plié. Donc voilà, c'est vrai que moi, sur le coup, ah ben non, c'est pas bon. Okay, bon, non, mais du coup, je me range du côté d'Aïda parce que c'est vrai que je croyais que c'était déjà le cas. Et effectivement, non. Donc voilà, elle coche toutes les cases et oui, clairement, ce serait de bon ton. Double voix, donc. Alain Guiraudy. Donc, et moi, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous offre une entrée au Panthéon. Toujours pareil, quoi. Je me suis dit qu'il fallait un peu remonter le quota de femmes au Panthéon, quoi. Il y a très peu de femmes. Et donc, j'ai choisi Louise Michel, quoi, qui était une grande figure de la Commune de Paris, un des derniers grands événements révolutionnaires qu'on ait connus en France, enfin même en Europe, quoi, qui est quand même qui reste quand même, je pense, un phare pour les révolutionnaires du monde entier. Bon, ben voilà de très bonnes panthéonisations à venir. Je vais en profiter, puisqu'on a un tout petit peu de temps. Je vais demander à Alix Van Pee, qui assure magnifiquement le fil rouge de cette émission, de cette journée spéciale. Si vous veniez un petit peu par ici pour être dans le cadre. Alix, je veux savoir qui est-ce que vous allez faire entrer au Panthéon. On vous l'a posé déjà ou pas? J'ai regardé. Depuis 2 minutes, j'avais vous très saviez peur que ça allait vous arriver. Oui. Je cherche quelqu'un justement qui coche toutes les cases. Je réfléchis. J'aurais dû vous prévenir avant. Exactement. Alors moi, je vais me mouiller un petit peu. Hein. Je rejoins Alain Guiraudy. Historiquement, moi, je fais entrer Gustave Courbet au Panthéon. D'abord pour sa contribution immense à l'histoire de l'art. Bon, ça va de soi, mais quand même, il faut rappeler qu'il est le premier à avoir proposé des portraits et des tableaux majestueux à des gens de peu, à des gens simples. C'est le scandale de l'enterrement à Ornans, voilà. Mais il est aussi, il a pris aussi une part active à la Commune de Paris, ce qui n'a pas franchement arrangé son cas. Mais ça, c'est aussi une chose dont on parle assez peu. Donc voilà, je propose Gustave Courbet, qui n'est pas une femme, mais qui mérite quand même. Ça y est, Alix, vous avez eu le temps de chercher? Vous avez trouvé plutôt, parce que chercher, ouais. Ah oui, dans Camus, bon. Non, mais alors, on va en faire participer à la salle. Alix, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Hein. Je veux votre entrée au Panthéon. Je vais passer en revue tous mes artistes préférés. Non, bon. Vous préférez enchaîner avec la suite du programme? Parce qu'on avait quelqu'un qui est en retard, il faut dire la vérité à celles On a une personne qui est en retard, il nous reste 6 minutes. Ah oui. De quoi trouver beaucoup de nous. Alors, on va chercher ce qu'on a oublié de dire. Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on peut offre rester une jusqu'ici pause? jusqu'à 15 heures. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on soit là, ensemble? Oui. Bon. Oui, peut-être qu'il vaut Alix, alors jusqu'à 15 heures et j'en perds mes fiches. Bon, je vous laisse reprendre vos fiches. Du coup, c'est vrai que vous m'avez glissé à l'oreille il y a 1 minute de la fin qu'on avait le droit à un peu plus de temps. Du coup, ma structure de débat était largement entamée, mais on peut revenir sur des points Xavier Vignat qu'on n'a pas abordés. Non, mais moi, je vais revenir sur l'action du travail, parce que oui. c'est quand même mon dada. Oui. Non, mais ce que disait Aïda tout à l'heure pose la question très, très importante de la santé au travail.
et des nouveaux mots du travail MAUX. On a pu montrer comme ça toute une série de pathologies du travail qui étaient apparues depuis une quarantaine d'années désormais, notamment les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est pas simplement... enfin, un excellent collègue, Nicolas Hatzfeld, a travaillé là-dessus. Il a montré comment cette épidémie, parce qu'il s'agit d'une épidémie, s'est développée, et d'abord dans l'industrie, et puis chez les caissières, évidemment, massivement. Donc on a une intensification du travail, notamment donc, ces métiers subalternes, à la fois dans les services, et les femmes sont en première ligne dans ce type de situation-là, et puis dans l'industrie, et cette intensification précipite une dégradation objective de la santé au travail. Et face à ça, évidemment, il y a une espèce d'absence de réaction de l'appareil d'État qui est quand même très, très problématique, quoi. Cette question, enfin, il n'y a pas de parole politique un peu forte constituée sur ces questions de santé au travail, qui sont des questions de santé publique. Cette question, réaction, commentaire, Aïda? Oui, non, mais c'est un point extrêmement important. Ce sur quoi je pourrais réagir, c'est que ce qu'on a vu apparaître, c'est la question du bien-être au travail, qui ne concerne pas la santé physique, en effet, mais plutôt voilà, une sorte de bien-être mental. Tout le monde connaît les happiness managers, ce genre de structure. Quoi? Les happiness managers, c'est les gens Alain qui Guiraudier et moi, on ne sait pas ce que c'est. vous ne savez pas ce que c'est? Expliquez-nous. Il n'y en a pas à France Culture. C'est les gens qui sont responsables de développer des activités pour que les gens se sentent bien au travail. Donc précisément ce flou. Je vais avertir Sandrine Trainer, notre directrice. Où est la tout de table de suite. ping-pong? Il y a ça chez Arte ou pas? Pas encore. D'accord. Bon, je pense que On est parce qu'on est tellement heureux naturellement de faire nos métiers. Et donc l'apparition de cette question du bien-être, il y a un très beau livre aussi d'Eva Illouz qui s'appelle Happycracy, qui montre bien comment ça renverse la responsabilité, c'est-à-dire que ça fait porter sur l'individu la responsabilité de développer, alors là en l'occurrence il peut y avoir un support dans l'entreprise, mais dont on voit bien qu'il est quand même un petit peu bizarre, voire factice, mais sinon c'est à l'individu de, je ne sais pas, méditer, se faire coacher, pour réussir en fait à être mieux. Et donc le bien-être serait un enjeu individuel. Et en effet, comme on le disait d'ailleurs aussi déjà tout à l'heure, la fatigue, la santé, le bien-être en général sont des enjeux politiques. Et de ce point de vue-là, de nouveau, moi, il me semble que dans la mesure où ces jeunes générations, même si j'essaie de ne pas généraliser, mais vont précisément davantage poser quand même la question de la valeur, la question des valeurs, du sens du travail dans l'existence, de l'articulation en fait entre les différentes sphères de la vie. Je trouve que quand même ça pose sur la place publique et dans le débat politique, même si en effet dans le débat à l'approche des présidentielles ça n'émerge pas encore de manière fulgurante, mais sait-on jamais, ça pose quand même cette question comme un vrai enjeu collectif, c'est-à-dire c'est pas à moi individuellement de m'assurer que je vais rester en bonne santé, que je suis pas épuisé physiquement ou mentalement, ce ne sont pas des ressources purement individuelles qui peuvent me permettre de lutter contre en effet un cadre ou une structure qui sont vraiment globaux. Bon, Alix, j'imagine, dans l'oreillette, on vous donne des informations. On a encore On me dit qu'on a encore 45 secondes. Donc, 45. Alors là, ça va être précis. Alain Guiraudier, pour finir, alors. Non, mais j'ai l'impression que c'est pas très neuf, en fait, que le travail, finalement, n'est pas très porté en termes politiques, quoi. Enfin, c'est rarement, alors que c'est effectivement... C'est l'emploi, mais c'est pas le travail ça qui occupe est dans le discours politique. Ouais, et même, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les premières préoccupations, il paraît que l'immigration vient en 6e position dans les préoccupations des Français, alors que l'emploi est au cœur des préoccupations. Et c'est vrai que ça vient très peu, mais effectivement, après c'est quand même biaisé, quoi. C'est quand même, on voit bien qui contrôle le débat politique aussi, quoi. Et c'est pas très neuf, parce que le travail, effectivement, là, c'est vraiment de la politique, je pense. Il y a un très très fort enjeu politique là-dedans. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir joué les prolongations, mais d'avoir répondu présent à ce débat. Et je laisse Alix
Le Panthéon, non, vous avez trouvé ou pas? J'y réponds dès demain. C'est une question trop importante. D'accord, Il faut bon. plus de 10 minutes. On vous laisse enchaîner en vous Oui, remerciant, Alix. Merci. Vous aussi, merci. Beaucoup pour cette rencontre passionnante.